Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matonda, bonjour. Bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. 1 dollar vaut 2864,3 540 francs congolais. 1 euro équivaut à 3304,2 722 francs congolais. 1 franc CFA égale à 5,0373 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 159,4 251 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2875 francs congolais, 1 euro équivaut à 2991 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4,5 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a connu une légère baisse. Elle coûte 9 820,50 dollars américains contre 9 854 dollars américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré une légère hausse. Il coûte 33 331,79 dollars américains contre 33 331 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 376,50 dollars américains contre 3 343,48 dollars américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 73,57 dollars américains contre 68 dollars américains la semaine passée. Une tonne de cacao est vendue à partir de 9 943 dollars américains contre 9 602 dollars américains la semaine passée. Merci Béro Matonda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda le vendredi 27 juin à Washington aux États-Unis constitue la phase 1 du processus de paix et de développement de la République démocratique du Congo. La signature de l'accord de paix, donc, cet acte historique balise-t-il le chemin vers le deal, accord commercial et économique entre les États-Unis et la RDC. Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur, il est lobbyiste, il est stratège. Professeur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour Eric Ambago et merci pour cette invitation. On a commencé à parler de ce deal depuis plusieurs mois déjà. Exactement, et grande est notre joie de constater que la première phase de la mise en application de ce deal est réalisée, c'est-à-dire les accords de paix entre le Rwanda et la RDC, ce qui nous donne l'espoir, n'est-ce pas, de la signature prochaine de ce fameux deal pour lequel nous sommes engagés. C'est quoi un deal ? Merci beaucoup. Un deal, c'est un terme anglais, n'est-ce pas, qui est utilisé généralement dans un jargon américain pour parler d'un accord commercial et économique. Un accord commercial et économique, ça signifie qu'un deal, lorsque j'ai un deal, nous sommes dans un contexte d'affaires, cela occasionne un échange de biens et de services, mais aussi un échange de flux monétaires. Donc, c'est un deal entre les États-Unis et la RDC, c'est-à-dire des relations d'affaires entre les États-Unis et la RDC. On pourrait bien parler accord RDC. Pourquoi on utilise plus le mot deal? C'est parce qu'au fait, il faut pas dire simplement accord. Pour bien traduire deal, il faut dire accord commercial et économique. C'est ça qui serait la bonne traduction, en fait. Pourquoi on a intitulé cet accord minerai, sécurité et développement? Merci beaucoup. C'est parce que c'est ça le fondement, en fait. Ce qui s'est passé le 27 juin, les accords historiques à Washington, D.C., constituent effectivement un préalable qui était de la responsabilité des États-Unis de offrir la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est en échange de cela, n'est-ce pas, que la RDC va lui donner l'accès
aux ressources minières, mais aussi, par la même occasion, les États-Unis vont intervenir sur le développement économique et social. Donc, c'est-à-dire que deal minéré contre sécurité, c'est que la République démocratique du Congo, reconnaissant la difficulté à rétablir par elle-même la sécurité à l'Est, a fait appel aux États-Unis pour l'aider à rétablir la paix à l'Est, et en échange, elle lui ouvre la voie vers ces minéraux, n'est-ce pas, mais aussi vers le développement économique. On commence par quoi dans ce deal? Les États-Unis emmènent les militaires, la sécurité, la RDC offre des mines. On commence par quoi? On commence par la sécurité. Au fait, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, c'est effectivement déjà la partie sécurité, n'est-ce pas? Parce que si vous lisez l'accord, au point 3, il est écrit que cet accord devrait être mis en œuvre dans les 30 jours après la signature. Et c'est pourquoi, au fait, la population congolaise doit être très très vigilante sur la question de la mise en œuvre de cet accord qui est fixé dans les 30 jours. Et nous avons aimé, en tant que population, peut-être parce que cela a été dit en anglais et pas nécessairement traduit, le président Donald Trump a, par des mots à peine voilés, menacé les deux ministres des Affaires étrangères en disant « something bad will happen ». C'est-à-dire qu'il dit « quelque chose de mauvais va arriver à celui qui ne va pas respecter les accords ». Et ça, c'est ça que la population congolaise doit saisir. Et moi, je propose même qu'un décompte se fasse. Nous sommes déjà à 30 moins quelques jours. Et de voir pour dire au chef d'État américain, vous êtes le garant, n'est-ce pas, de la sécurité à l'Est en ce moment. Il faut que dans les 30 jours, nous puissions voir l'exécution de cet accord, parce que c'est ça la condition sine qua non pour que nous passions à la deuxième étape, n'est-ce pas, qui est l'accès aux minéraux et au développement. On voit bien que les États-Unis sont bien préparés, ils s'étaient bien préparés par rapport à ce deal, mais est-ce que le Congo est préparé? Merci beaucoup. À ce niveau, je vais utiliser une expression, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. D'abord, je tiens à remercier le chef d'État par rapport au fait que la dernière émission que nous avons faite ici à Jeudi Économie, nous avons expliqué pourquoi il était important de pouvoir avoir comme soubassement un fonds d'investissement dans ce deal entre les États-Unis et la RDC. Et quelques semaines après notre émission Jeudi Économie, ici, nous avons appris que le gouvernement a décidé de créer un fonds souverain. En fait, un fonds souverain, c'est un fonds d'investissement étatique. Exactement, c'est le modèle qu'il faut. Ça signifie que, je disais qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, ça signifie que la République démocratique du Congo doit se mettre au travail dès maintenant pour mettre en place les structures économiques et financières qui vont accueillir cela. Parlons du fonds souverain. Au fait, le fonds souverain est ce fonds d'investissement qui est cet entonnoir qui va accueillir les investissements américains. Alors, comment cela fonctionne? En économie, on dit que l'argent est une denrée rare. Et en tant que denrée rare, il est important que le pays qui possède un fonds souverain puisse posséder des actifs, n'est-ce pas, qui permettront, sur lesquels vont s'adosser le cash que vont mobiliser les États-Unis à travers ces bailleurs de fonds pour arriver. Ainsi, dans le monde des actifs, ça signifie, ces différents titres qui vont permettre à ce que ce cash-là ne disparaisse pas. On a deux types d'actifs. On a ce qu'on appelle les actifs tangibles et les actifs intangibles. Les actifs tangibles, c'est par exemple de l'or, n'est-ce pas? Ou les actifs de l'or, par exemple, ou ça dit ce qu'on peut toucher. Mais la RDC n'en a pas vraiment. Mais la RDC a en grande quantité ce qu'on appelle des actifs enfouis. Et les actifs enfouis, ça signifie ce qui est dans le sous-sol. Pas certifié. Ah, c'est là la question. Un actif, ce qui est dans le sous-sol devient actif enfoui à partir du moment où cela possède une certification internationale. Donc, il est conseillé à la République démocratique du Congo, pour se faire respecter dans le cadre de ce deal, bien que cela coûte de l'argent,
n'est-ce pas, d'aller dans un processus de certification des actifs enfouis. Ça signifie des actifs de nos réserves, des actifs de nos ressources. On parle de 24 000 milliards de dollars de ressources minières. Mais qui a certifié ça? Ce sont des estimations. Voilà pourquoi nous sommes un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars en ressources enfouies. Mais vous voyez comment nous sommes contents de recevoir de la Banque mondiale 1 milliard. C'est la fête. Ça n'aurait pas de sens, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens simplement parce que nous ne sommes pas encore arrivés à certifier nos ressources minières. Il est donc important, moi c'est la première proposition que je ferai au gouvernement, de mettre en place un plan de certification de nos ressources minières. Parce que si nous faisons cela, nous aurons des actifs qui enfouis, qui vont permettre même que les États-Unis, à terme, dépassent même l'ordre de 500 milliards de dollars sur les 15 ans. Parce que si nous avons des actifs de l'ordre de 24 000 milliards de dollars, vous comprenez que si nous pesons 24 000 milliards de dollars en actifs, alors 500 milliards de dollars, ça représente peu, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais c'est beaucoup pour nous parce que les actifs que nous possédons ne sont pas certifiés et ce qui n'est pas certifié n'a pas de valeur. La certification, c'est un travail d'Hercule. C'est des fonds importants qu'il faut mobiliser pour aller vers cette opération. J'aime une expression en anglais, les Américains aiment dire it takes money to make money. C'est ça que nous devons comprendre. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est-à-dire que ici, cet argent que le gouvernement mettrait sur la certification, ce n'est pas de l'argent jeté, c'est de l'argent investi. N'est-ce pas? C'est de l'argent investi pour créer des effets de levier. Si nous allons, la finance internationale, le pays qui a développé la finance internationale telle qu'elle fait fonctionner le monde, ce sont les États-Unis. Alors, si nous arrivons à parler le langage de la finance internationale, nous allons nous faire respecter. Et c'est ça que je suis en train de dire. Dans le contrat chinois, permettez-moi de faire un petit recul. Parce qu'il est important que l'histoire ne se répète plus. Parce que si l'histoire se répète, alors ça ne vaut plus la peine qu'on puisse avoir des diplômes, n'est-ce pas, dans ce pays. Il est important que l'on constate ce qui n'a pas marché dans les contrats chinois et qu'on puisse le corriger avec les contrats américains. Dans les contrats chinois ont pris en compte, n'est-ce pas, la faiblesse de la réflexion financière au niveau étatique. Et elle a considéré, n'est-ce pas, on a eu simplement 3 acteurs avec les contrats chinois. On a eu, n'est-ce pas, la SICOMIN, on a eu la CGT et on a eu la coordination des projets chinois. Ce sont les 3 structures qui ont régné en maître. Et la SICOMIN a agi aussi comme structure financière, parce que les projets étaient payés directement par, n'est-ce pas, Exim Bank. Exim Bank à travers la SICOMIN. C'était la responsabilité de la SICOMIN. C'est comme ça que j'ai dit qu'on a donné à une entreprise minière les aptitudes aussi ou les capacités, n'est-ce pas, d'une structure financière. Et la conséquence grave est que l'économie de la République démocratique du Congo n'a pas senti, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, des projets chinois. Pour que l'économie de la RDC puisse sentir l'impact des projets, il faut qu'il y ait un fonds d'investissement à la base. Mais il y a eu, parlons du contrat chinois, il y a eu cette pression du Fonds monétaire international, des institutions de Bretton Woods, pour que l'on puisse revoir à la baisse, on parlait de la soutenabilité de la dette, pour qu'on puisse revoir à la baisse l'investissement du départ, c'était 6 milliards de dollars américains pour tous les projets, infrastructures et puis exploitation minière. C'est les Occidentaux qui ont rabaisser les ambitions de cet accord. Merci beaucoup. Ceci nous ramène vers ce que nous étions en train de dire au départ. Nous devons fonctionner en respectant les principes économiques et les principes financiers.
Lorsque l'on parle du principe de la soutenabilité de la dette, ça signifie quel est le soubassement, quel est le fondement, quelle est la fondation, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun actif, vous n'avez rien pour soutenir l'argent que vous prenez. Parce que l'argent que vous prenez doit être remboursé. Mais si l'on crée un fonds souverain tel que le gouvernement a décidé de le créer et que l'on fait la certification, n'est-ce pas, de nos gisements, en ce moment-là, nous avons des actifs, n'est-ce pas? Un actif, lorsqu'on a un actif, on a maintenant des titres tradables. En ce moment-là, même lorsque le fonds d'investissement revient, nous disons non, nous ne sommes plus la même chose, n'est-ce pas? On n'est plus le Congo de ces années-là. Actuellement, nous avons des actifs qui peuvent soutenir, n'est-ce pas, les engagements que nous allons prendre. C'est exactement ce langage financier que même le FMI veut comprendre, qui va comprendre que la RDC a tiré les leçons. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de dire que la mise en œuvre du fonds souverain qui va se baser sur la certification, n'est-ce pas, de nos gisements pour créer des actifs enfouis, c'est très important. Mais je parle d'un plan... Mais ce fonds souverain sera alimenté par quoi, si je peux déjà vous couper? Voilà. Comment sera alimenté ce fonds souverain? Il y a plusieurs façons d'alimenter le fonds souverain. Il y a le surplus de la production minière, par exemple, n'est-ce pas, qui pourrait être aussi une des sources, le surplus. Et lorsque l'on produit et qu'on a fait des excédents, cela peut être injecté, n'est-ce pas, dans le fonds souverain. Ça, c'est aléatoire. Ça, c'est aléatoire. Les générations futures. C'est aléatoire. Mais comment? Ce n'est pas aléatoire si on est sérieux. Parce qu'une comptabilité doit se tenir, on se fixe des objectifs annuels, n'est-ce pas? Et il y a une production et on voit quel est le surplus et on affecte ce surplus au fonds souverain. Mais le fonds souverain doit simplement, pour les auditeurs, beaucoup plus être un aimant de la finance. Vous voyez? Et comment être un aimant de la finance? C'est la constitution des actifs. Je reviendrai beaucoup là-dessus, parce que c'est ça la clé. Ça signifie que nous pesons théoriquement, potentiellement, 24 000 milliards de dollars. Alors, si nous certifions les 24 000 milliards de dollars, nous devenons un aimant. N'est-ce pas? Nous devenons un aimant pour attirer le liquide parce que nous avons ces actifs. Et c'est ça le plus grand travail que devrait faire le fonds souverain pour attirer même plus de 500 milliards de dollars. C'est le principe fondamental que moi je conseillerais, n'est-ce pas, à l'État. Mais ça va coûter de l'argent et cela est important. Il y a des montages qui sont faisables, n'est-ce pas? Il y a des montages qui sont faisables pour réduire la part du cash dans la certification. Mais il faut bien qu'il y ait cette volonté d'avancer. Alors ce deal États-Unis-RDC, c'est accord État à État ou ça sera accord entre État, RDC et le groupement des entreprises américaines? Et ça, c'est ça la bonne nouvelle, au fait, parce que c'est une bonne question, parce que dans le cadre de contrats chinois, au fait, on était plutôt dans un accord État avec un groupement d'entreprises chinoises. Et cette fois-ci, lorsque l'on voit l'implication du président Trump, nous serons effectivement dans un cadre d'un projet d'État à État. Mais il faut retenir mais même avec les Chinois, il y avait une couverture de l'État chinois. Lorsqu'il y a eu le contentieux, vous vous rappelez le contentieux qui a amené même le chef de l'État congolais en Chine, il a été rappelé, n'est-ce pas, à ce titre-là, que ce n'était pas un engagement du gouvernement chinois, mais le gouvernement chinois endossait quelque part la responsabilité, vu que la plupart des entreprises sont étatiques. Donc on a rappelé quand même le principe que ce n'était pas un contrat signé d'État à État. Mais cette fois-ci, avec les Américains, nous signons un contrat d'État à État. Mais il faut retenir que l'économie américaine est une économie à orientation du secteur privé. Ça signifie que l'État américain signe, mais l'État va orienter, n'est-ce pas, le secteur privé à venir en République démocratique du Congo. Et pour cela, c'est une bonne chose, mais cela doit respecter certains principes. Est-ce que nous sommes prêts, la RDC, à une équipe prête pour faire face aux Américains qui viendront, qui ont une culture à eux?
Je dirais même, hein, dans un langage congolais, je crois qu'il faut beaucoup intercéder pour le chef de l'État. Parce que nous nous rappelons qu'à l'époque, on a dit que le gouvernement souminois serait un gouvernement de compétences, mais nous avons eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'interférences politiques, de telle sorte que, bon, les compétences, tout le monde peut faire son évaluation. Nous souhaitons à ce qu'on laisse le chef de l'État travailler cette fois-ci, parce que pour le moment ici, nous avons réellement besoin d'un gouvernement de compétences. C'est qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les choses que je suis en train de présenter ici, vous le sentez vous-même, qu'il y a une certaine technicité. Il y a une certaine technicité pour pouvoir les mettre en œuvre. Et si les nominations dans le prochain gouvernement ne sont que des nominations politiques, alors je crois que nous n'aurons pas rendu un grand service à ce pays. Il est important, n'est-ce pas, que ce soit réellement un gouvernement de compétences, mais aussi, il y a des postes clés. Il y a des postes clés, les postes gouvernementaux clés où les personnes seront en contact, n'est-ce pas, avec les Américains. Il est important que ce soit des personnes qui savent ce qu'ils vont faire et qui ont la compréhension ne fût-ce que de la langue et de la culture américaine. Il y a une barrière déjà. Parce que la langue peut être une barrière importante. Et c'est à ce niveau-là, par exemple, excusez-moi de le citer, le Rwanda a un avantage concurrentiel, n'est-ce pas, comparatif sur nous. C'est qu'un Américain se sentirait à l'aise, n'est-ce pas, parce qu'il y a la langue. Mais imaginez-vous que les ministres qui vont se charger de ces questions ne connaissent pas la langue, ne comprennent pas les choses. Ça, il faut à chaque fois un interprète. Ça freine le processus. Ça signifie que vraiment, c'est un appel avec peine, avec larmes au cœur de dire, s'il vous plaît, cette fois-ci, que les compétences priment sur la politique afin de donner la chance au pays de décoller. Alors, il y a déjà une commission qui a été mise en place par le chef de l'État, une commission qui suit de près ce deal. Il faudrait encore une autre structure à côté pour gérer cet accord entre la RDC et les États-Unis? Je crois que cette structure, du reste apparemment qui a fait couler encre et salive, gère en attendant qu'il existe un gouvernement. Mais le gouvernement, une fois qu'il sera là, je pense qu'il y a un ensemble d'attributions qui seront du ressort du Premier ministre et des différents ministres sectoriels. Voilà pourquoi nous mettons un accent sur la question du casting, n'est-ce pas? Qui seront à la manœuvre? Quelles sont les compétences qu'ils auront? Quelles sont les compétences qu'ils auront? S'il vous plaît, si à ce niveau-là, ne fût-ce que, parce qu'on ne peut pas absolument ne pas faire la politique, mais sur des postes clés, n'est-ce pas, sur lesquels la mise en œuvre des accords commerciaux et économiques entre les États-Unis et la RDC vont s'appuyer, en tout cas que ce soit des ministres mis là sur base de leurs compétences afin qu'ils puissent réellement matérialiser la vision du chef de l'État, n'est-ce pas, dans le cadre des accords. Des technocrates, par exemple. C'est ça que nous disons, les technocrates. Alors, Monsieur Patrick Onoya, les États-Unis ont besoin des terres rares, les États-Unis ont besoin de la cassitérite, du coltan, etc. On présente déjà la mine de Roubaïa du territoire de Massissi comme l'une des mines qui peuvent entrer dans ce deal. Mais est-ce que tout est déjà bien ficelé? Cette mine n'appartient pas à quelqu'un? Merci beaucoup. Je suis content qu'on en arrive là parce que, mon frère Eric, vous vous rappellerez que dans une des émissions, ici, Jeudi Économie, j'ai répondu à une question en disant, entre le trading et l'investissement, qu'est-ce qui intéresserait le plus les Américains? Le trading, c'est-à-dire le commerce. S'il vous plaît, les Américains, que ce soit comme les entreprises comme Apple qui fabriquent les iPhones, ne fermeront pas en attendant qu'un investissement américain qui prendrait en moins 3 ans pour que l'usine soit bien installée, et ainsi de suite. Et faut-il aussi qu'il y ait du courant, donc réparer encore, arranger les questions de courant, n'est-ce pas, pour qu'il puisse fonctionner. Donc on est entre 3 à 5 ans. Entre 3 à 5 ans, comment Apple se fournit? Comment Tesla se fournit en minerais tels que le coltan? C'est par le trading.
Or, lorsque vous prenez les accords qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda, au point 6, on parle des questions d'intégration régionale. Les questions d'intégration régionale prennent avant tout les projets d'intérêt commun, donc transfrontaliers, tels que la gestion du gaz méthane du lac Kivu, ou encore des projets hydroélectriques tels que Ruzizi 1, 2 et 3. Mais on a ajouté aussi sur la question de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas, par lequel les entrepreneurs ou les hommes d'affaires américains passeront. Nous constatons à ce jour ici, il faut qu'on dise les choses clairement, la chaîne d'approvisionnement en minerais stratégiques est mieux organisée au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Or, c'est le trading, c'est-à-dire le commerce qui va s'appuyer sur l'artisanat, n'est-ce pas, la production artisanale qui va précéder l'investissement, donc les investissements lourds. Ceci veut dire, voilà pourquoi je reviens encore ici sur la question du casting. Il y a du chemin et du travail à faire. Organiser la chaîne de production. Et la chaîne de production dans l'artisanat, même dans le minerai, dans la grande exploitation, elle est basée sur le préfinancement. C'est-à-dire que le gouvernement qui arrive, à travers le ministère de Mines, avec la CAMAP qui gère les coopératives minières, doit mettre en place des mécanismes de préfinancement, n'est-ce pas, des coopératives pour qu'il existe, n'est-ce pas, du minerai congolais. Parce qu'à l'heure actuelle, les Rwandais, depuis la nuit des temps, le livre « La route commerciale du coltan congolais » explique que le Rwanda a déjà mis en place des structures. Ça signifie ils perdront peut-être simplement en marge bénéficiaire, n'est-ce pas? Parce que lorsque ils exportaient frauduleusement, ils gagnaient plus. Mais les circuits existent. Mais chez nous, les circuits sont à faire. Voilà pourquoi je reviendrai, vous m'excuserez, je martèlerai encore sur la question du casting. Parce qu'on nous a donné 3 mois dans les accords. Là, je lis les accords. Il y a 3 mois pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la partie des projets d'intégration régionale. Ça signifie dans ces 3 mois ici, nous devons avoir une structure claire qui montre à l'issue de 3 mois comment nous sommes organisés. J'insiste, par des mécanismes de préfinancement, parce que c'est ça la loi, pour assurer la fourniture aux Américains du coltan congolais par les Congolais. Déjà, le fonds souverain doit être opérationnel déjà dans les jours qui viennent. Rapidement. Le fonds souverain, c'est comme les anglo-saxons disent, c'est un must. C'est quelque chose, on doit se mettre au travail tout de suite. Alors, on parle justement de ce deal. Le Rwanda, on va dire comme ça, les produits qui sortiront de Rubaya, aujourd'hui, comme le Rwanda a l'infrastructure, les produits passeront par le Rwanda. Je voudrais dire ici, parce que je présente à chaque fois la chose de la façon positive, parce que je suis optimiste, n'est-ce pas? Je suis en train de dire que s'il faut que je dise les choses clairement, en termes de chaîne d'approvisionnement, le Rwanda possède un avantage concurrentiel, mais je suis en train de dire que la chaîne d'approvisionnement, c'est quelque chose qui peut s'organiser très vite, n'est-ce pas? Parce que le nœud de la chaîne d'approvisionnement, ce sont les mécanismes de préfinancement. Maintenant, le second élément de la chaîne d'approvisionnement, c'est l'amélioration du climat des affaires, particulièrement la réduction des tracasseries. Quelqu'un disait qu'il y a un rapport de 1 sur 10 entre les taxes au Rwanda sur la chaîne d'approvisionnement et en RDC, c'est-à-dire environ 3 taxes à payer au Rwanda pour faire sortir le minerai contre 30 en RDC. Vous voyez un peu, ça signifie qu'il y a un travail à la fois au niveau de l'amélioration du climat des affaires que du financement à faire. Et ce sont des choses qui doivent se faire vraiment avec une rigueur. J'insiste que le chef de l'État, cette fois-ci, vraiment est invité à adopter une rigueur telle que il n'est pas bon que dans un contexte de challenge avec le Rwanda, qu'un ministre qui n'est pas performant, n'est-ce pas, ne reçoive qu'une sanction politique. Vous imaginez, on doit attendre 1 année pour sanctionner un ministre en le remplaçant pendant qu'il n'a rien produit pendant les 1 année. C'est du gaspillage. Mais monsieur Onoya, dans le budget de la RDC, même dans le budget rectificatif d'aujourd'hui de 17,2 milliards de dollars américains, nulle part on voit la préparation de l'accueil de ce deal entre les États-Unis et la RDC. Merci beaucoup. Et heureusement que les finances publiques
prévoit la prise en compte, n'est-ce pas, d'un ensemble d'aléas à travers ce qu'on appelle des collectifs budgétaires. J'irai même plus loin. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans une émission ici. C'est que les Américains savent dans les 15 ans où ils vont aller. La question que ici, les Congolais doivent se poser, c'est en 15 ans, on veut arriver où? N'est-ce pas? D'où il doit exister. Le plan Marshall, n'est-ce pas? Le plan Marshall, le terme est resté générique pour dire un plan stratégique d'urgence sur les 15 ans. Dans 15 ans, où est-ce qu'ils vont aller? La question à se poser, c'est nous, dans 15 ans, où est-ce que nous voulons aller? Et ça, le gouvernement, le nouveau gouvernement qui va être mis en place, doit répondre à cette question tout de suite. Mais quand même, permettons de souligner que le gouvernement, dans la phase de négociation, fin mai, a donné une certaine prétention sur l'existence, n'est-ce pas, d'un plan directeur stratégique de 58 milliards de dollars qu'ils auraient présenté, n'est-ce pas, aux Américains. Un plan directeur stratégique de 58 milliards de dollars, pratiquement essentiellement pour la réhabilitation des routes d'intérêt public, n'est-ce pas? Et pourquoi 58 milliards de dollars? Parce que l'on compte en général au moins 153 200 routes de façon confondue en RDC, et on a 58 000 kilomètres de routes d'intérêt public. Et si l'on part par une base de 1 million de dollars par kilomètre de route construit, ce qui nous amène vers les 58 millions. Mais ça, au fait... 58 milliards. 58 milliards, s'il vous plaît, qui nous amène vers les 58 milliards en urgence dont aurait besoin. Mais pourquoi les routes constituent un enjeu stratégique? Les routes constituent un enjeu stratégique pour trois choses. Parce que lorsqu'on améliore les routes, on améliore les échanges commerciaux, n'est-ce pas, entre les provinces et les territoires. 2, on améliore le mouvement, n'est-ce pas, des populations et de leurs biens, mais aussi, c'est une ouverture au marché. On trouve où ces 58 milliards? On les trouve dans le cadre, n'est-ce pas, du partenariat qu'on appelle le deal entre... Ce sont les Américains qui vont injecter les 58 milliards. Dans le cadre de la République démocratique du Congo et les Américains. Ça devrait être échelonné. Les 58 milliards. Ça devrait être échelonné. Les 50 milliards sont sur... Et les 500 milliards sont sur 15 ans. Mais la République démocratique du Congo a présenté un plan d'urgence pour dire oui, c'est échelonné. Une partie va aller dans les mines, une autre dans les infrastructures, ainsi de suite, et tout ça à travers le fonds d'investissement qui sera créé. Mais nous vous disons que ce qui est prioritaire pour nous, c'est de résoudre le problème, n'est-ce pas, des infrastructures de transport, notamment les routes. Et c'est ça que le gouvernement a mis en avant. Vous êtes optimiste. D'ailleurs, vous avez produit, disons, un document sur les 15 raisons pour s'approprier le deal entre les États-Unis et la RDC. Pourquoi? Exactement. Je suis optimiste parce que, à ce jour, le deal entre les États-Unis et la RDC se présente comme le dernier rempart pour mettre fin à la guerre à l'Est, mais aussi pour placer la RDC sur la voie du développement. Il est important que nous puissions nous donner la chance, mais il est important aussi que nous puissions tirer les leçons du passé. Quelles sont les 15 raisons, rapidement Merci. Rapidement, les 15 raisons. Une première raison en passant, c'est que les États-Unis, avec les États-Unis, vont nous permettre de mettre fin à la guerre à l'Est. Et nous l'avons vu déjà dans l'acte qui est posé le 27 juin. Secondo, avec l'appui américain, nous aurons la formation et l'équipement de l'armée. Parce que dans ce qui est prévu, il n'est pas prévu ici qu'il puisse y avoir beaucoup de militaires américains, mais il est prévu la capacitation, n'est-ce pas, des forces armées congolaises. Ça, c'est intéressant au niveau sécuritaire. Au niveau diplomatique, avec l'appui, n'est-ce pas, des États-Unis, avec les États-Unis comme alliés stratégiques, nous sommes sûrs d'avoir un allié qui va nous appuyer dans nos lobbying, que ce soit aux Nations Unies et, n'est-ce pas, dans les grandes places mondiales, nous avons un appui fiable qui est les États-Unis. Mais au niveau économique, nous avons, avec la création de ce fonds d'investissement, le fonds d'investissement va permettre de booster l'économie. Pourquoi ? Parce qu'avec le fonds d'investissement, non seulement que l'argent va aller dans les projets prioritaires des infrastructures, mais le fonds d'investissement va aussi mettre de l'argent dans tout autre projet, n'est-ce pas, lucratif et rentable,
tels que l'agro-industrie. Et ça, c'est un avantage. Mais toujours au niveau économique, il y a le fait de la sous-traitance. Donc, tous les projets d'infrastructure, les projets miniers vont créer des opportunités dans la sous-traitance. Et, or, la République démocratique du Congo a tiré un ensemble de leçons, n'est-ce pas, du fiasco dans la sous-traitance qu'il y a eu avec les contrats chinois. Nous avons l'ARSP et nous avons les différentes réformes qui ont été faites au niveau du ministère de l'industrie et des PME qui vont mettre l'entrepreneur au centre. Nous avons aussi les nouveaux modèles économiques qui sont créés dans l'actionnariat des entreprises minières. Vous avez déjà, n'est-ce pas, on a déjà l'exemple avec Cobalt Metals de Bill Gates et de James Bezos qui est intéressé par l'exploitation du lithium au Manono. Ils ont développé un modèle d'actionnariat où ils impliquent, n'est-ce pas, les agents dans l'actionnariat. Ça signifie que les agents deviennent des actionnaires et peuvent toucher des dividendes. Ça, c'est quelque chose, c'est une innovation, n'est-ce pas, à l'américaine. Au niveau social, nous avons la construction des routes, comme nous voyons ici, qui va améliorer la vie. C'est-à-dire les infrastructures ont un impact sur le social. Parce que tout ce qui va au social vise l'amélioration du bien-être. Mais un point important, c'est que les Américains ont un grand intérêt sur les dons. Les Américains sont les premiers donateurs au monde. Et dans un deal comme ça avec les Américains, ceci permet à ce que nous puissions aussi attirer, n'est-ce pas, les dons, n'est-ce pas, à l'américaine. Nous avons aussi ce qui fait mal, mais qui vaut la peine, c'est au niveau de la justice. Avec les Américains, nous avons la possibilité de tirer de leur expérience pour améliorer la lutte contre le détournement et la corruption. C'est un point sur lequel je vais encore insister. Il existe une loi aux États-Unis qui est la Foreign Corruption Act, qui a été votée en 1977. La Foreign Corruption Act, qui est la loi sur la corruption à l'étranger, je le répéterai toujours, elle amène la justice américaine à poursuivre un Américain et consort pour des faits de corruption commis à l'étranger. Voilà comme ça comment la justice américaine va commencer à faire pression à la fois sur la justice congolaise que sur les politiques, parce que ça sera leur argent et en cas de détournement ou de fraude, la justice américaine pourra se saisir même d'un Congolais, n'est-ce pas, qui a été complice dans les fonds américains. Et ça sera une bonne pression. Mais voilà. Vous êtes content, vous êtes très optimiste, mais les États-Unis étaient ici au Congo pendant la guerre froide. La RDC ne s'est pas développée sous le régime du Marshal Mobutu. Les États-Unis étaient ici avec Tenke Fungurume Mining. Ils ont cédé Tenke Fungurume Mining à CEMOC. Regardez autour de Fungurume, c'est comme un village. Alors vous vous dites que les États-Unis vont développer le Congo alors que dans ce que nous connaissons de ce qu'ils ont fait au Congo, rien de positif, on va dire rien de spectaculaire n'a été observé. Merci beaucoup. J'aimerais préciser mes propos. Ça, c'est une question fondamentale, hein? J'aimerais préciser mes propos. Je ne crois pas que les États-Unis peuvent développer le pays, mais les États-Unis peuvent être un allié de taille pour le développement de la RDC. Cela veut dire que le développement de la RDC, c'est une danse qui se danse à deux comme le tango. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la République démocratique du Congo, les Congolais, attendent à ce que les États-Unis fassent ce qu'ils ont à faire. Par exemple, au niveau politique, la qualité du casting, à la fois au gouvernement, à la fois dans les entreprises. Si nous ne faisons que la politique, ça ne sera pas la faute des Américains, ça sera notre faute. Parce que le problème du Congo, tout le monde, et beaucoup le répètent, c'est un problème d'hommes. Et ça, ce n'est pas les États-Unis qui vont résoudre ce problème d'homme. Mettre l'homme qu'il faut à la place du faux, c'est la place de la RDC et non des États-Unis. Je vais ici paraphraser Dambi Samoyo, qui a écrit un livre important, Trade Not Aid. Ça signifie les échanges et non l'aide. Nous avons, dans l'époque de Mobutu et même de Kabila et actuellement, elle fustige le fait que les États africains sont friands de l'aide. Ils aiment l'aide. Et l'aide, parce que c'est de l'argent gratuit, alors ça se gaspille. Elle est en train de proposer que nous puissions aller vers les échanges. C'est ça le deal, aller vers des deals. C'est-à-dire que le Congolais doit comprendre que l'argent se mérite. Et il y a un travail.
ici, mettre en place un plan stratégique sur 15 ans pour savoir où est-ce que nous voulons aller, comment nous allons utiliser cet argent. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça sont des conditions sine qua non pour que l'impact des Américains puisse se sentir. Et si nous ne le faisons pas, ça va échouer. Ce deal, c'est pour protéger également le régime de Félix Tshisekedi. Ah là, vous m'amenez dans la politique. Ce deal, c'est pour apporter un plus, n'est-ce pas? Un, mettre fin à la guerre à l'Est. Deux, pouvoir, n'est-ce pas, mettre sur les rails la République démocratique du Congo en termes économiques. Et si cela profite à Félix Tshisekedi, ce n'est qu'une voie de conséquence. Alors, professeur Patrick Onoya, on va essayer de faire un petit résumé en lingala. Yebisa biso, boyo kanyo zako salama mikolo oyo, oyo koya entre États-Unis na RDC. Et Zalinini, est-ce que Boyokaniwana peut permettre RDC et se développer? Merci Mingi. Tokoloba Boye. Boyokani na entre RDC na États-Unis et Zanzela pona bufuluki ya RDC. Babengi ango sécurité contre minerais et développement. C'est-à-dire RDC a bengi États-Unis pour asunga ya silisa bitumba ya Est. Na kosilisa bitumba wana RDC akofungola enzela po na ko exploiter ban minerais na biso pe kosunga biso na développement. Nan minute oyo kimia na Est ezoleka na boyokani entre RDC na États-Unis. États-Unis alobi akokotisa akosilisa na no bitumba ya Rwanda akosunga biso to silisa bitumba ya na Rwanda donc à travers AFC M23 pe akokotisa mosolo 500 milliards pendant bambula 15. Mais kasi wana ezosenga na ngambo na biso toyeba pe na niveau ya gouvernement kozala na casting ya malamu kotia ba ministre oyo tozotala likambo ya compétence mutu ayebi mosala na ye po eza na mosala oyo ba américain bakosalela biso te. Mais kasi lolenge américain akotia musolo na ye akotia ango na banzela makotia ango pe na bilanga ako permettre que ba société ezala ebele donc ezali kanisi moko malamu oyo nako benga na ba congolais ba soutenir yango, n'est-ce pas, pour que to kende na nzela ya développement. Mais ba américain biso tona kita ebele tobi eza 24 000 milliards de dollars ya kita o tona ngo pa na biso mais toyebite ezala kawapi toyebi eza côté nini quantité ni ezali pa iboye siko toke na deal yango na États-Unis na ndenge ni bango nde bako yebisa biso te bako sa biso te aw ezali autant te na sepeli na motuna oyo na katikati ya deal oyo bako créer babengi fonds d'investissement souverain eza lokola kitunga moko oyo ekoyamba mosolo ya bapaya kasi kitunga wana eza kosenga ezala na fondation pombongo ebungaka pombongo wana ebungate biso ifoto za lokola ba garantie wana ekomi siko babenga ngo ba actif minier biso lokola tozana ba minerais ebele na se ya mabele et sengi to sala opération ba bengi certification donc ko sala expertise nango na ba cabinets internationaux pour ba yeba exactement nini tozana ngo yango nde ko sala siko garantie, n'est-ce pas, na mosolo oyo ba paya ba koya nango pe ekopesa confiance donc ezana musala ya gouvernement il faut sala pour sala o ba bengi na français certification ya ba actif minier na biso yango ekopesa force na partenariat au Tolingito Salana ba États-Unis pour bayana mosolo ebele peto zalana ba garantie ya ko présenter États-Unis mtako gagner na katia deal oyo poye mutaza koya na mbongo 500 milliards yepe mutaza koya pona ko pesa biso sécurité donc États-Unis ndem mtako gagner ko likabiso bon ezali boye deal trobenga ona lingala ya auto lobaka na Kinshasa za COP na COP so bokoti na COP yo il faut yeba eloko nini okosala po gagner ndeko pa yebi ba américain ba yebi eloko nini bakosala po ba gagner biso siko côté na biso pe il faut to yeba tokosala nini yangwana na lobaki boye ezo senga que gouvernement asika o ekokota et ça la plan sur 15 ans et ça la plan stratégique de développement qu'on a koyeba tolingi to kende wapi
Potoye ba étape na étape, mbula na relation na biso na ba américain tolingi nini. Yangonde eko permettre que ba objectif ezala. Po soki biso moko toyebite dans 15 ans tolingi to mema Congo wapi toko mate. Mais américain ya yebi dans 15 ans linga zwa nini. Attendez Boton Dimingi, Ndeko Patrick Onoya, pour ces explications. À présent, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Sur le marché, les prix de produits de première nécessité sont répartis de la manière suivante. Un sac de riz de 25 kg coûte 64 voire 70 000 francs. Celui de la semoule du même poids varie entre 54 et 66 000 francs congolais. La mesurette ou écolo varie entre 2 500 et 4 000 francs, c'est selon la qualité de la semoule. Une mesurette ou écolo des chenilles coûte 22 000 francs congolais. La mesurette ou sakombi coûte 8 000 francs. Une mesurette ou écolo des frétins ou ndakala coûte 30 000 francs. La mesurette ou sakombi coûte 13 voire 10 000 francs congolais. La farine de froment a augmenté légèrement. La mesurette ou écolo qui coûtait 3 500 voire 5 000 francs a été vendue cette semaine jusqu'à 7 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 18 500 francs congolais et la mesurette ou sakomi coûte 2 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs. Un tas de pommes de terre varie entre 2 000 et 5 000 francs. Un sac de haricots est vendu à 200 voire 260 $ américains. La mesurette ou copo varie entre 2 800 et 5 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2 500, 3 500 voire 4 000 francs congolais, c'est selon la qualité de maïs. Un seau de cossette de manioc coûte 22 voire 23 000 francs congolais. Un carton de cuisses de poulet coûte 22 $. Le kilo est à 8 000 francs. Un carton de poulet sans emballage coûte 28 $. Le poulet est à 13 500 francs congolais. Un carton de tripes coûte actuellement 28 $. Le kilo est à 12 000 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 75 $ et les kilos varient entre 28 et 30 000 francs. Un carton de chinchard de 20 kg coûte 190 000 francs congolais. Le kilo est à 12 000 francs. Une mesurette ou écolo de sel coûte 2 800 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte 32, 33 voire 34 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000 voire 5 000 francs congolais. Une botte des épinards coûte 3 000 francs. Celle des amarantes aussi coûte 3 000 francs congolais. Les feuilles de patates douces coûtent 1 000 francs voire 2 000 francs congolais la botte. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs congolais. Un tas de fumbois ou feuilles mijotées coûte 2 000 francs congolais. Une chikwang bateke est vendue à 1 000, 1 500 voire 2 000 francs. Une orange varie entre 500 et 2 000 francs congolais. Une mandarine coûte 500, 1 000 francs, 1 500 ou 2 000 francs congolais. Un pain coûte 500 francs ou plus. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec... Alors professeur, rapidement, on va terminer ce journal. Le budget rectificatif adopté, promulgué, ça va changer les choses dans le pays où on continue à financer la guerre en attendant que les Américains viennent pour sécuriser le pays? Je dis qu'absolument, tout ce qui a été fait avant la signature des accords devra être revu. Donc, à ce stade, il est important de pouvoir attendre un autre collectif budgétaire qui tiendra compte de la signature des accords qui vont arriver en juillet, du deal entre les États-Unis et la RDC. Et moi, je me répète, le court terme ne nous aide pas. Au-delà du budget de l'année, n'est-ce pas, un travail intense du prochain gouvernement doit se faire sur l'existence d'un plan stratégique sur minimum 15 ans, sinon 20 ans, afin de nous projeter et de savoir où est-ce que nous voulons aller avec les Américains dans les 15-20 ans à venir. Un étudiant, 1 hectare, le projet est en berne ou n'évolue pas comme on l'aurait souhaité? Absolument. Il n'évolue pas comme nous espérions parce que le soutien attendu du gouvernement n'a pas été et nous sommes en train d'espérer qu'il y aura un meilleur accompagnement du projet, n'est-ce pas, avec le prochain gouvernement. On a aujourd'hui, on annonce l'arrivée des bateaux de pêche fabriqués depuis plusieurs mois en Égypte. Ça va changer quelque chose dans le pays? Ce qui change quelque chose dans le pays, c'est avant tout le modèle économique dans lequel il se place. Il faut savoir que ce n'est pas le bateau de pêche qui fait le travail,
n'est-ce pas? C'est la stratégie, ce sont les hommes. La question est dans quelle stratégie se développent ces bateaux de pêche? Est-ce que c'est pour ouvrir encore une autre entreprise publique qui deviendra un canard boiteux? Avec quel acteur? Donc moi, j'inviterai le gouvernement à cette réflexion poussée sur les modèles économiques dans lesquels les différentes innovations se placent. Quand on parle aujourd'hui des embouteillages à Kinshasa, certains réfléchissent construire une ville en dehors de la capitale, aller vers Maluku, mais tous ces coins, ces terres sont déjà occupées. Comment on fait? Non, mais c'est simple. Avant tout, sur les questions des embouteillages, vous savez, la réflexion sur tous les flux, de manière générale, l'étude des flux possède une réflexion centrale. Je veux dire que les questions de flux routiers sont un peu semblables à un certain niveau au flux électrique. Je vais prendre une réflexion par analogique très rapidement. En matière d'électricité, autant on dit qu'on a besoin d'augmenter la puissance, mais autant on parle des questions d'efficacité énergétique. Ça signifie construire une nouvelle ville, ça c'est dire qu'on veut augmenter, on veut aller là-bas, mais l'efficacité. Est-ce que de façon efficace, on gère le trafic ici? Je prendrai un exemple simple, les parkings. Lorsque vous voyez simplement la position des parkings à travers les différentes communes, vous vous rendez compte que si on gère bien les parkings des taxis et des Wewa, on résoudrait déjà un problème. Les routes secondaires, c'est-à-dire que là, c'est dans le cadre de l'efficacité. Pourquoi dans la réflexion des réseaux, on dit que l'efficacité doit précéder, n'est-ce pas, l'augmentation? C'est parce que l'efficacité vous amène à un raisonnement rationnel. Si nous n'avons pas un raisonnement rationnel sur ce que nous faisons déjà maintenant, nous allons avoir une nouvelle ville où nous allons ramener les mauvaises habitudes. N'est-ce pas? Donc, fournissons un effort pour avoir une efficacité dans le réseau routier ici et puis développons après. Mais dans ce que nous développons, vous savez que l'État est souverain. L'État, pour un projet d'intérêt public, il peut toujours exproprier et ça, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, les prix des denrées alimentaires, toujours en surchauffe. La solution, c'est quoi? On avait pris une certaine mesure, le ministre de l'économie a pris une certaine mesure, une batterie de mesures pour essayer de régler cette question, mais sur le marché, les prix sont toujours en surchauffe, même les produits qui sont fabriqués ici à Kinshasa, en RDC, produits ici. Bon, vous savez, la question des prix est une question centrale en économie, mais bon, quand bien même le ministre de l'économie à ce jour se félicite sur les travaux qu'il a effectués pour maintenir les prix à la fois du carburant, les prix des denrées alimentaires, tout cela reste des solutions conjoncturelles. Ça signifie des solutions sur le court terme. Moi, je suis un homme qui prône les solutions structurelles. C'est-à-dire qu'on ne peut espérer stabiliser les prix des denrées phares lorsque nous dépendons de l'étranger. Non. Nous avons l'occasion ici avec le deal entre les États-Unis et la RDC, nous devons mettre le cap sur l'industrialisation par substitution aux importations. C'est-à-dire identifier les denrées de première nécessité, que ce soit le poulet, que ce soit le riz, que ce soit pousser vers un financement conséquent afin que la production locale, nous puissions manger congolais. Et c'est en ce moment-là que nous allons mieux gérer ces choses. Réfléchissons solutions structurelles parce que nous allons dans un projet structurel avec les Américains sur 15 ans. Donc pour vous, c'est notre planche de salut, c'est ce deal entre nous et les Américains? À ce jour, c'est la porte de sortie, parce que sinon, nous ne sommes que dans les solutions conjoncturelles et ça ne nous permet pas de sortir de l'auberge. Mais les Américains vont plus gagner, c'est eux qui apportent le gros. Le cash ou le cash flow, c'est eux qui apportent la sécurité. Donc, ils vont nous imposer, on va dire comme ça, leur point de vue, leur vision. Non. Je dis bien que c'est un tango. C'est-à-dire que les Américains ont ceux qui vont gagner. Ils vont gagner, par exemple... Ils vont gagner plus. Ils vont gagner plus. Je suis très d'accord parce qu'ils vont gagner dans le secteur minier et le retour sur investissement est important. Mais eux vont permettre, à travers le fonds d'investissement qui va être créé, que nous puissions avoir de quoi injecter dans les différents pans de l'économie. Et j'insiste, vous connaissez mon intérêt pour l'agriculture, notamment dans l'agriculture. Et ce n'est pas les Américains qui vont nous interdire d'injecter de l'argent dans l'agriculture
dans la pêche, dans l'élevage, pour qu'on ne puisse plus acheter le poulet qui vient de la Belgique, du Brésil et de le produire ici. Et si nous ne le faisons pas, ce ne sont pas les Américains qui vont nous dire « vous ne l'avez pas fait ». Je veux simplement dire qu'il est important de souligner la responsabilité du Congolais. Et la responsabilité du Congolais, elle est avant tout sur le casting politique des personnes qu'on nomme, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui auront la direction des opérations. Et si la direction des opérations est tenue simplement par des politiciens, alors dans ce moment-là, on verra qu'il n'y aura rien. Mais si, par exemple, si le président imprime sa vision, tout le monde va suivre. On a vu avec l'IGF, on a vu avec la Cour des comptes, si le président aujourd'hui donner un boost à l'agriculture, on ne vivrait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, la population a un grand impact à jouer, surtout la population jeune. La jeunesse ne s'exprime pas suffisamment, pourtant elle est majoritaire. La population doit s'exprimer sur ce qu'elle veut. La population ne peut pas laisser une certaine classe, n'est-ce pas, hypothéquer son avenir. Le chef de l'État, à plusieurs reprises, a voulu impulser, n'est-ce pas, le développement dans X, Y secteur, et vous avez senti les pesanteurs politiques. Mais qui peut soutenir le chef de l'État dans la lutte contre les pesanteurs politiques? Ce n'est que cette jeunesse-là. Moi, j'appelle la jeunesse à se lever, n'est-ce pas, à épouser les accords. À faire quoi? À faire quoi? À se lever? À marcher? Non, c'est se lever d'esprit. C'est se lever d'esprit pour être attentif. Mais elle ne dirige pas, la jeunesse n'est pas aux commandes, monsieur. Non, faites attention. Onoya. La loi de la majorité, n'est-ce pas? Ça signifie que si elle s'exprime... Pendant les élections? Non. Ça signifie quoi? Est-ce que vous savez, je dis toujours aux gens, je suis toujours heureux de savoir que par une émission comme je dis économie, n'est-ce pas, le chef de l'État écoute ce qu'on dit et qu'il influence le gouvernement. Ça signifie que la jeunesse, en synergie, si elle veut faire passer un message, elle va le faire passer, n'est-ce pas? Moi, je dis toujours, permettez-moi cette anecdote, je dis toujours que la relation entre gouvernant et gouverné, elle est semblable entre nous les enseignants et les étudiants. Si vous enseignants, vous avez un auditoire, n'est-ce pas, où les étudiants ne lisent jamais. Vous pouvez venir enseigner même sans lire un cours. Mais si vous avez un auditoire, des étudiants studieux, qui lisent la matière, qui contrôlent ce que vous dites, vous êtes obligé de lire. C'est ça. Il faut que la jeunesse devienne une jeunesse studieuse, qui suit le politique, qui ne se laisse pas aller dans tous les sens. En ce moment-là, ça sera un soutien au chef de l'État, n'est-ce pas? Cette pression-là va s'exercer sur le gouvernement et sur le Parlement, parce que la jeunesse suit ce qu'il se fait et ils seront obligés de produire un bon résultat. Vous attendez votre nomination au sein d'une structure qui va piloter le deal ou au sein du gouvernement? Je ne dirais jamais non. Je ne dirais jamais non, mais comme vous savez, je suis un patriote. Gouvernement ou pas gouvernement, je continuerai mon travail patriotique, mais je ne dirais pas non. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Patrick Onoya. Il est lobbyiste, il est stratège. Aujourd'hui aussi, on va dire, il est très attaché à ce deal États-Unis-RDC. Professeur Patrick Onoya, merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. Je vous remercie. Merci à Miguel Emmanuel, le réalisateur. Merci à Patrick Mugongo qui était à la vidéo. Merci à vous, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.